Bonjour à tous et bienvenue. La France a longtemps été en pointe dans la lutte anti-tabac. La loi Evin obligeant à créer des espaces non-fumeurs dans les lieux publics date de 1991. Mais depuis, les gouvernements successifs traînent des pieds. En Europe, plusieurs pays ont déjà interdit totalement le tabac dans les bars, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Le gouvernement Villepin, mis à mal par la crise du CPE, a préféré, lui, remettre à plus tard une proposition de loi dans ce sens. Pourtant, on parle ici de santé publique. Un chiffre à rappeler en cette journée mondiale sans tabac. Chaque jour, plus de 8 Français meurent de tabagisme passif. Pour en parler avec nous, deux invités. Dominique Paillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP des Deux-Sèvres. Vous avez été un des plus critiques vis-à-vis de la proposition de loi d'Yves Bure. C'était à la fin de l'année dernière, une proposition de loi qui visait à interdire le tabac dans les lieux publics. Vous nous direz pourquoi vous avez été critique vis-à-vis de ce texte. Gérard Audureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Droits des Non-Fumeurs. Alors, fin avril, on le disait, le gouvernement décidait de remettre à plus tard le projet de loi sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Ça a suscité un tollé de la part des associations anti-tabac. Votre réaction à vous? Oui, jusque-là, on était très légaliste et on a accompagné la démarche de Xavier Bertrand jusqu'au bout et on était persuadé que c'était la meilleure des choses et que ça allait fonctionner. Et puis cette dérobade du 12 avril, il faut la comprendre étant donné l'environnement politique du moment, mais c'est malgré tout une dérobade et en plus de ça, il y a eu des mots qui ne convenaient pas. Si vous voulez parler d'une large consultation alors que depuis 8 mois, cette consultation est allée jusqu'au bout, que en plus de ça, il y a l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui, grâce à Bernadette Roussil, a fait un rapport qui fait quand même 151 pages et elle a interrogé tout le monde. Donc c'était vraiment se moquer du monde. Ce que vous dites, c'est que la consultation a déjà été faite, on sait tous. Et les Français, les premiers, ils le disent. 78% des Français se disent favorables à l'interdiction totale du tabac dans les lieux publics. C'est un sondage qui a été fait par le gouvernement en février dernier. Alors pourquoi Dominique de Villepin a décidé de remettre ce texte au placard? Écoutez, je pense que Gérard Chambaud vient de le dire. C'est parce que la conjoncture ne se prêtait pas à un examen serein. Il y avait l'échec du CPE, le retrait du texte, et donc vraisemblablement Dominique de Villepin n'a pas voulu ajouter un débat qui, bien qu'il regroupe un certain nombre de Français, tel que vous l'avez souligné, 78% favorables à l'interdiction, suscite quand même un certain nombre d'interrogations, et notamment celle que je me pose personnellement. Mais pourquoi faut-il une loi nouvelle pour édicter un interdit complémentaire, alors même qu'il y a aujourd'hui un arsenal qui permet dans la plupart des lieux publics d'interdire le tabac et qui, en ce qui concerne les bars, tabac, restaurants par exemple, pourrait trouver une issue, ce débat, à travers un libre choix laissé aux restaurateurs, de manière à ce que chacun sache où il met les pieds. Vous savez bien que depuis 91, depuis la création de cette loi Evin, très peu d'établissements publics respectent cette loi. 20% des entreprises ne la respectent pas. D'ailleurs, M. Audureau a lancé madame, sur son site internet une proposition pour porter plainte. Pourquoi ne la fait-on pas respecter? M. Audureau a raison. Je pose la question à vous, député. Pourquoi ne la fait-on pas respecter? Je posais récemment à mon commandant de police dans ma circonscription la question: combien dressez-vous de procès-verbaux pour non-respect de la loi Evin? 0. Il me dit: je n'en ai jamais dressé. Non. Mais je lui dis: pourquoi? Il me dit: parce qu'on ne me l'a jamais demandé. Si les pouvoirs publics voulaient bien faire respecter les lois que nous votons, en tout cas les gouvernements successifs, il n'y aurait pas de problème. C'est une vaste hypocrisie. Donc moi je dis aujourd'hui, la loi n'est pas nécessaire, et je le dis à Gérard Chambaud. Nous ne fumons déjà plus beaucoup dans des lieux publics très fréquentés, comme les gares, les aéroports, les avions, les trains. Bon, nous pouvons ne plus fumer demain matin, si les dirigeants des établissements le veulent bien, dans les hôpitaux, dans les collèges et dans les lycées, ce qui serait d'ailleurs un excellent exemple. Reste, au bout du bout, le problème, puisque nous parlons des lieux publics, des bars, restaurants, cafés et autres boîtes de nuit. Là, je dis simplement, puisque ce sont des lieux qui sont gérés par des privés, qu'il faut que les privés affichent la couleur. La loi Evin a démontré, on n'a pas voulu la faire appliquer, mais qu'elle n'était pas efficace. À partir de là, que les gestionnaires de ces établissements, en affichant la couleur, c'est-à-dire fumeurs
ou non-fumeurs soit transparent vis-à-vis de la population qui peut les fréquenter. En même temps, on sait bien, Gérard Endureau, que laisser le libre choix à des établissements comme cela, c'est aussi pour eux se dire, si je deviens un établissement non-fumeur, je vais perdre des clients, il peut y avoir concurrence. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Enfin, je sais pas ce qu'en pense monsieur Endureau. Vous êtes pour une loi, vous, Gérard Endureau ? En réalité, que ce soit une loi ou un décret, ça m'est presque égal. J'aurais préféré un décret d'ailleurs, puisque le problème de la loi actuelle, c'est que... C'est ce que voulait faire Xavier Bertrand. La loi n'est pas tellement remise en cause. Ce qui est remis en cause, ce sont les décrets d'application, et c'est surtout l'application proprement dite. Et lorsque Dominique Paillet parle de la possibilité de voir les gens faire par eux-mêmes respecter la loi, ça me paraît quand même assez illusoire. Je pense par exemple à l'industrie hôtelière et à surtout un de ces syndicats assez représentatifs qui depuis un an a retourné sa veste en disant maintenant on est pour une application rigoureuse et stricte de la loi Evin. Et parallèlement, ils ont distribué à 200 000 restaurateurs une plaquette dans laquelle ils indiquent tout à fait le contraire, dans laquelle ils disent surtout ne modifiez rien à vos habitudes actuelles. Ça veut dire que si on se base uniquement sur la bonne volonté des entreprises, restaurateurs, bars, hôtels, restaurants, on n'y arrivera pas ? Non, ça c'est certain, on n'y arrivera pas. En contrepartie, on s'est rendu compte que les exemples étrangers, que ce soit l'Irlande, l'Italie, même l'Espagne où c'est pratiqué un peu différemment. Ça marche à l'étranger. Mais ça marche formidablement bien. Et ce qu'il y a de remarquable également, c'est que avant de mettre en place la loi, il y avait en gros 60% en Irlande et à peu près autant en Italie qui souhaitaient effectivement dans la population que on en arrive à une protection des non-fumeurs importante et complète. Et que dès que les lois ou décrets, parce que dans le cas de l'Irlande, c'est un décret qui est passé, dès que c'est passé, on est monté à 90% de gens satisfaits et on en est aujourd'hui à 94% en Irlande, et dans ces 94%, 90% de fumeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait plaisir aux non-fumeurs et aux fumeurs de pouvoir aller dans un bar ou un restaurant où il n'y a pas de fumée. Moi, je voudrais faire deux réponses complémentaires à ce que j'ai pu vous dire. Je suis par principe de ceux qui espèrent que la responsabilité individuelle l'emporteront toujours sur les interdits que la loi peut imposer. C'est une question comportementale. Et si je vous dis qu'il n'y a pas besoin de loi, et qu'il faut faire appel au sens au civisme des restaurateurs, mais également peut-être, et là ça va rejoindre ce que disait M. Archambault, à la loi du marché, s'ils s'aperçoivent en affichant le fait qu'ils sont fumeurs ou que c'est un établissement fumeur, leur clientèle diminue, ils pourront sans doute changer leur fusil d'épaule. Donc il faut faire appel à la fois à leur sens de la responsabilité et également faire confiance, j'allais dire, à la loi du marché sur le sujet. Et puis il y a un deuxième point, sur lequel je crois qu'il faudrait quand même, M. Archambault, que nous soyons à peu près clairs. Nous luttons vous et moi, contre le tabagisme passif, mais pas avec les mêmes armes. Mais il y a un tabagisme passif que subissent notamment les enfants, c'est celui qui règne à la maison quand les parents sont fumeurs, c'est celui qui règne dans la voiture quand les parents conduisent dans la voiture. Privée. C'est plus difficile à réglementer quand même. Oui, mais attendez, on ne peut pas uniquement, surtout lorsqu'on oublie les plus vulnérables qui ne vont pas au café ou au restaurant, se contenter de la sphère publique. On va s'interrompre juste pour le rappel des titres, on se retrouve juste après. Un retour sur le plateau du débat pour cette journée mondiale sans tabac. Le tabagisme passif entraîne, vous allez me confirmer ce chiffre, plus de 8 décès par jour en France. C'est-à-dire que des gens qui ne fument pas ou qui sont fumeurs mais qui en l'occurrence subissent la fumée des autres. Il y a un chiffre aussi qui est étonnant, enfin en tout cas atterrant plus exactement. Le professeur Dodzenberg, qui est pneumologue, qui est président de l'Office français de prévention du tabagisme, a calculé le taux de monoxyde de carbone dans les boîtes de nuit. Il est 12 fois plus élevé que le seuil toléré dans les villes européennes. C'est-à-dire qu'on respire 12 fois plus de monoxyde de carbone dans les boîtes de nuit que dans nos villes. Là, on est vraiment face à un problème de santé publique. Il faut réagir. Vous êtes d'accord, Dominique Paillet? Attendez, je crois. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on lève définitivement l'hypocrisie qui pèse sur le tabac. Où le tabac est réellement nocif, ce dont personne ne doute plus aujourd'hui. Alors, ça n'est pas un produit qu'on peut maintenir en vente libre et accessible à quasiment toute la population.
où le tabac n'est pas nocif et on peut comprendre que l'État se fasse de l'argent, entre guillemets, par le biais des taxes sur les produits de sa vente. À partir du moment où on ne veut pas trancher ce débat, tout ce qu'on peut trouver comme mesures qui ne touchent que les lieux publics seront des mesures, certes, qui amélioreront la situation, mais qui ne régleront pas définitivement le problème. Vous êtes pour l'interdiction totale de la vente de tabac en France, je pense que la consommation du tabac est culturelle dans ce pays et que c'est quelque chose de quasi ancestral depuis son arrivée sur le territoire européen, mais qu'il est bon parfois de mettre un terme à des consommations qui sont, bien qu'historiquement ancrées, néfastes pour l'ensemble de la population. Et donc je préférerais, très sincèrement, que l'État interdise la vente du tabac comme étant un produit réellement nocif et toxique, plutôt que de jouer sur des petites interdictions parcellaires qui, de toute manière, ne régleront pas le problème le plus aigu, c'est celui du tabagisme passif de ceux qui ne peuvent pas échapper à l'environnement ambiant. La boîte de nuit, personne ne vous oblige à y aller. Personne. Le café-bar-restaurant fumeur, personne ne vous oblige à y aller. Oui, en même temps, si on veut participer, c'est quand même un lieu convivial. Si on a envie d'aller s'amuser, on n'est pas obligé de subir la fumée des autres. Mais il y a des boîtes de nuit, il y en a peu, mais qui sont sans tabac. Il y a des boîtes de nuit qui sont sans alcool. J'ai dans ma circonscription des boîtes de nuit sans alcool. Donc, si vous voulez, je crois que tout est possible. Sauf que, encore une fois, les plus vulnérables au tabagisme passif, ceux qui ne peuvent pas s'en départir, sont de deux ordres. C'est les employés des établissements qui sont effectivement des établissements où on reçoit des fumeurs, et donc les contrats de travail ne sont pas forcément clairs. Et deuxièmement, ce sont les enfants dont le tabagisme passif le plus dur pour eux se situe généralement dans l'environnement familial. Oui, et j'imagine quand même qu'il a beaucoup baissé, ce tabagisme familial. Il y a plus d'égards, les parents, les adultes mieux informés aussi, ont plus d'égards vis-à-vis de la santé de leurs enfants. Gérard Anduros, votre association, elle, milite également pour le respect de la loi E20. Vous avez, sur votre site, lancé une initiative, un outil informatique pour porter plainte en cas d'infraction à la loi E20. D'abord, pourquoi cette initiative et est-ce que vous avez eu beaucoup de plaintes ? Alors, on ne milite pas pour le respect de la loi E20, on milite pour le respect des lois qui protègent contre le tabagisme. Et il y a en ce moment la loi E20, mais il n'y a pas qu'elle, il y a également le Code du travail, il y a également le Code de l'habitation et de la construction qui se préoccupe des problèmes de tabagisme et qu'il faut faire respecter. Et puis quand il y aura une autre loi, qu'elle s'appelle Paillet ou qu'elle s'appelle Bure ou autre chose, on la fera respecter puisque nous sommes avant tout pour que les personnes ne soient jamais indisposées par la fumée de tabac contre leur gré. C'est l'élément premier. Alors si nous avons mis en place cette méthode qui permet de faciliter aux personnes le moyen d'accéder au procureur de la République pour déposer une plainte, ou au commissariat ou à la gendarmerie, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était une chose que les gens ne faisaient pas facilement, ni volontiers. Et parce qu'on s'est rendu compte aussi, et Dominique Paillet le disait tout à l'heure, que les agents de police judiciaire, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, ne vont pas mettre des procès, que les procureurs ne vont pas requérir non plus, tout simplement parce qu'on ne leur a pas demandé de le faire. Et quand on dit on ne leur a pas demandé, ça n'est pas faute que nous le fassions régulièrement. Non, c'est au-dessus d'eux. C'est au-dessus d'eux, c'est le pouvoir exécutif. C'est le garde des Sceaux. Enfin, c'est le pouvoir exécutif, c'est de manière générale. Alors, vous imaginez là encore la schizophrénie ambiante. C'est-à-dire les ministères de la Santé successifs, qui sont au fait des problèmes de santé publique et qui s'en préoccupent, essaient de faire avancer le dossier qui nous préoccupe aujourd'hui. Et puis, parallèlement, le garde des Sceaux, le responsable de la justice dans quelque gouvernement que ce soit, lui freine des deux mains, ou en tout cas ne suit pas cette initiative. Qui Est-ce qu'il existe un lobby des buralistes, un lobby du tabac, comme on le dit souvent ? Oui, attention. Qui fait peur aux politiques. Je pense que la responsabilité, elle vient d'abord de nos parlementaires, parce que ils nous font des lois magnifiques. Paillet, mise en question. Pourtant, il était pour une loi interdisant totalement le tabac en France. Non, mais ils nous font des lois magnifiques, et puis ensuite, ils n'en ont rien à faire de la manière dont ça va être appliqué. Ils ne veillent pas à leur application sur le terrain. Voilà, s'ils ne sont pas eux-mêmes au gouvernement, c'est pas eux. On n'a pas ces pouvoirs-là. Vous avez quand même le pouvoir d'interroger le gouvernement sur la mauvaise appréciation des textes. Et vous le faites régulièrement. Mais jamais pour le tabac. Mais pourtant, vous avez de farouches partisans de votre opposition à l'Assemblée. Vous pourriez leur demander de poser des questions au gouvernement.
Oui, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont posés. Et je répète, ça n'est pas faute de le demander. Et c'est vrai qu'il serait logique que vous puissiez vous-même contraindre le gouvernement à appliquer ce qu'il a, que nous avons voté. On vous attend aux côtés d'Yves Burck, qui est un farouche opposant au tabac, donc on vous mais attend. Nous ne sommes pas sur la même philosophie, vous l'avez bien compris. Moi, je suis pour la responsabilité individuelle, l'évolution des mœurs, ou alors je suis pour une décision, une solution claire qui est celle de l'interdiction du tabac. Vous avez parlé tout à l'heure du tabac dans les lycées, dans les collèges. Il y a quelque chose qui doit faire peur, et c'est un chiffre. Entre 2004 et 2006, ce sont des chiffres qui sont valables pour l'Île-de-France. La consommation de tabac a baissé certes chez les collégiens, mais vous le voyez, il a augmenté chez les lycéens d'Île-de-France, plus 35%. Comment on explique ce chiffre alarmant? Non, il est plutôt bon. Il faut l'analyser à rebours. Ça veut dire qu'on fume moins dans les collèges. D'accord ? La génération qui arrive est moins enclin à fumer. En même temps, la vente de tabac est interdite au moins de 13 ans. Ceux des lycées, ce sont les anciens des collèges. Qui se sont mis au tabac. Qui se sont mis au tabac. Voilà. Le message de prévention passe au niveau des collèges. Mais pas au niveau des lycées. Mais au niveau des lycées, vous avez la progression normale. Ces gens-là, vous allez les retrouver à l'université dans quelques années. Donc, il y aura une augmentation de... Gérard Dow, vous avez 15 secondes. Vous avez une raison majeure, c'est le fait qu'on puisse continuer à autoriser une grande chaîne de télévision, la plus grande en France, à faire des centaines d'heures de publicité pour les produits du tabac et pour certaines marques de tabac, avec en plus un faux prétexte, puisque c'est au cours des courses de Formule 1 ou des courses automobiles ou de moto en général, qu'on autorise à retransmettre les... pour le tabac, mais qui sont dans les pays alors qu'on pourrait Europe. Parfaitement, puisque maintenant la technologie le permet, flouter en direct. Merci beaucoup. Malheureusement, ce débat s'achève. On pourrait en parler encore longtemps. Je rappelle que c'est la journée mondiale sans tabac. Aujourd'hui, alors faites un effort. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. À demain.